Bonjour voyageuse, bonjour voyageur, bienvenue pour cette lecture, la suite. On est déjà à l'épisode 4 du coup, de La projection du corps astral de Sylvan Muldoon, 3ème édition, édition du Rocher. Donc un témoignage, et un témoignage de Sylvan Muldoon sur ses sorties hors du corps, conscientes, et sur les mécaniques qu'il a pu entrevoir, qu'il a pu réfléchir. Donc, quelqu'un qui est assez singulier, dans le sens où à son époque, où tout était ésotérisme, où tout était dogme, où la sortie hors du corps était reléguée à tout ce qui était de la médiumnité, un petit peu comme l'hypnose, etc., eh ben, il y avait un homme qui se dressait un petit peu contre cet état de fait, et qui disait mais les gars, quand on fait des sorties hors du corps, on remarque des choses. Pourquoi vous ne parlez pas de ces choses ? À se poser des questions quand même. Est-ce qu'ils sortent vraiment de leur corps ? Est-ce qu'ils sont lucides de ce qui leur arrive ? Et il est vrai qu'il est impossible de rater certains événements. Bah là, on est sur un de ces événements-là, au chapitre 2, qui s'intitule La catalepsie astrale, et on y va pour la lecture. Il a déjà été fait mention de la catalepsie astrale. Toutefois, comme cet état est la source de divers phénomènes attribués généralement à d'autres causes, il serait bon de mieux le comprendre. Nous avons tous entendu parler de catalepsie. Webster l'a définie comme étant une brusque suspension de la sensation et de la volonté accompagnée de rigidité musculaire. C'est effectivement ce qui se passe lorsque le corps astral coïncide avec le physique. Cependant, la catalepsie constitue un contrôle subconscient du corps astral et peut s'exercer indépendamment de l'organisme physique, comme dans l'expérience décrite. Sous catalepsie. Le corps astral est placé dans une position rigide, un peu comme l'est le corps physique pendant la rigidité cataleptique. Quand une personne est physiquement cataleptique, elle l'est aussi astralement. On a pu voir de ces démonstrations d'hypnotisme où un sujet sous rigidité cataleptique est suspendu horizontalement par les chevilles et la tête, pendant que de lourdes pierres déposées sur son ventre y sont cassées par un marteau de forgeron. C'est la catalepsie du corps astral qui produit la catalepsie physique. Une fois le fantôme extériorisé, impuissant et cataleptique, le subconscient peut le manœuvrer à sa guise. C'est un exemple de la sagesse de la super-intelligence. Nous savons tous combien il est difficile d'amener un corps vivant et conscient en position debout, alors que cela devient un jeu d'enfant si le corps est sans résistance et rigide. Il semble que le subconscient utilise cette particularité même si le corps astral est sous contrôle cataleptique. L'esprit conscient peut fonctionner en tout ou en partie, mais habituellement il attend que le charme soit levé. La catalepsie astrale s'exerce depuis le début de l'extériorisation jusqu'au moment où le fantôme est dans une position verticale. Il n'est pas rare que le fantôme demeure encore dans cette position un bon moment avant d'être libéré. Certains projecteurs, ne dépassant jamais cette phase, ne sont jamais libérés et s'intériorisent à nouveau sans sortir de leur état cataleptique. Dans ce cas-là, le corps restera toujours instable. Il oscillera de gauche à droite et d'avant en arrière. C'est une projection incomplète, car une projection ne peut être considérée comme complète que si le fantôme s'est libéré de la catalepsie. Dans le mouvement d'intériorisation d'une projection complète, la catalepsie se reproduit au moment où le corps est prêt à transiter de la position verticale à l'horizontale. Petit commentaire, donc il parle d'une forme de catalepsie astrale, donc une catalepsie qu'on a quand on est déjà extériorisé, donc déjà en décorporation. Et oui, en effet, quand on fait une sortie hors du corps, il y a deux types de sensations que j'ai remarquées. Il y a la sensation qu'on s'extrait comme si on était une substance fluidique. Ça fait cet effet-là en tout cas. Et par la suite, une fois qu'on est complètement extériorisé, on a accès aux sens, on peut regarder son corps, le corps qu'on manifeste, donc le corps de voyage, et on part. Mais il m'est arrivé aussi de faire des sorties hors du corps où, dans l'obscurité, je suis un vecteur qui me déplace du coup, comme il le raconte là en fait, de façon verticale,
sans que je puisse bouger. Et en effet, on est complètement dans une sorte de catalepsie, on est paralysé, mais en fait, c'est bien de le remarquer, mais au final, c'est pas si remarquable que ça non plus. Dans le sens où c'est complètement naturel, et une fois qu'on est complètement à la verticale, c'est là que, boum, la vision se met en place, et on est libéré en fait de la catalepsie, et la première chose qu'on fait, enfin moi la première chose que je fais en général, c'est je regarde, je lève en fait mes bras en fait pour regarder mes mains, et je glisse comme ça, tel un fantôme, c'est le cas de le dire du coup, aussi loin que possible du lit, de la chambre, pour éviter le fameux écueil d'une réintériorisation juste parce qu'on est trop près du corps physique. Donc ouais, c'est plutôt intéressant. Et là, il continue sur les types de projections. On va voir les différents types de projections alors. Il y a 3 types de projections. Consciente, partiellement consciente, inconsciente. Ok. La projection inconsciente connaît 2 formes distinctes. La première, immobile, la deuxième, somnambulique. La projection astrale immobile et inconsciente est simplement la catalepsie astrale inconsciente dans la position debout. Il arrive fréquemment, nous l'avons vu, que le projecteur reste un temps dans cette position. Dans le type conscient également, il y a les formes immobiles et mobiles. De fait, la forme immobile apparaît toujours pour commencer et peut éventuellement se transformer ensuite en forme mobile. Ok. Donc là, c'était vraiment un court paragraphe. Il fait juste une typologie de ce qu'il pense être les différents types de projections. C'est très intéressant. Je ne sais pas si c'est forcément pertinent, parce qu'il me semble qu'au niveau je pense pas que c'est quelque chose qui puisse déranger le débutant de savoir ça en fait. S'il le sait pas, c'est pas forcément très grave. Somnambulisme astral. Tout comme il existe un somnambulisme du corps physique, il existe un somnambulisme astral. C'est un état de projection inconsciente plus avancé que l'état inconscient immobile, car le fantôme est libéré de la catalepsie bien qu'il demeure toutefois inconscient. Cet état est bien plus courant qu'on ne le croit généralement. Durant leur sommeil, beaucoup de médiums voyagent dans leur corps astral mais ne le réalisent jamais, parce qu'ils restent inconscients. J'ai mentionné que lorsque la conscience intervient, cela se produit la plupart du temps pendant que le sujet est soit debout en catalepsie, soit pendant qu'il marche en état somnambulique. C'est ce que j'ai expérimenté moi-même le plus souvent, prendre conscience et me trouver en état de somnambulisme astral. Dans le somnambulisme astral, comme dans le somnambulisme physique, l'esprit subconscient contrôle le corps en mouvement. C'est marrant, il utilise énormément de termes comme subconscient, l'inconscient, etc. Ça devait être énormément à la mode avec Jung. Ça l'est toujours, hein. Je ne dis pas que c'est pas forcément non plus pertinent, attention. Je pense qu'il y a véritablement des mécanismes qui sont en arrière-plan de notre psyché active, de notre ego, et qu'on appelle inconscient parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Mais c'est assez intéressant dans le sens où du coup, est-ce qu'il n'est pas en train de décrire ce qu'on appelle les rêveurs? Est-ce que Marc il appelle les rêveurs? Est-ce que je pourrais appeler aussi les rêveurs au final? Donc des personnes qui peuvent être complètement décorporés, mais qui ne sont pas conscients de leur situation, et qui du coup, si cela se fait durant le sommeil par exemple, durant une période de repos, sont en train tout simplement de rêver. Donc ça, c'est quelque chose à remarquer, et c'est pas forcément facile à détecter, hein. Moi, quand je vois des rêveurs, Marc utilise le terme bulle de rêve pour dire voilà, il y a une bulle de rêve autour d'eux. Alors, il est vrai que lorsqu'on s'approche d'eux, il peut y avoir en fait une connexion qui peut se faire, permettant par la suite d'avoir cet hologramme de leur rêve en fait. Mais moi, j'ai trop peu fait ça, et à chaque fois que je voyais un rêveur, je m'approchais pas forcément de lui, mais je détectais bien que c'était un rêveur parce qu'il avait une aura assez particulière. Mais je m'intéressais pas forcément à lui, c'est très rare que je m'intéresse à eux. Et sur le coup, il n'y a pas autour d'eux une espèce de bulle, ils se promènent pas avec une sphère comme ça de rêve. En fait, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est un terme, on utilise bulle de rêve, mais c'est
c'est un terme un peu conceptuel ou symbolique pour faire comprendre aux personnes qu'il y a une différence fondamentale, qui sont dans un même environnement, le même environnement que nous, mais qu'ils n'ont pas la même expérience de la conscience que nous. Mais bon, voilà, je digresse moi aussi. Interruption consciente durant le somnambulisme astral. Pendant le somnambulisme astral, l'esprit conscient, mais passif, peut devenir actif à plusieurs reprises, très bref. De même qu'il peut être partiellement conscient pendant un temps plus ou moins court. Pendant les flashs de conscience intermittents, des scènes confuses, des sons, etc. sont enregistrés au hasard et au lever du jour. Le sujet peut n'en garder qu'un fatras de souvenirs fantomatiques. Il y a d'innombrables variantes de somnambulisme intermittent. Un fonctionnement parfait ou imparfait des sens, mêlé à d'innombrables degrés de conscience, produira logiquement des perturbations lors de l'enregistrement par la mémoire. Il est clair que plus les sens et l'état de conscience seront normaux, plus les souvenirs seront proches de la réalité. Il vous est peut-être déjà arrivé en visitant un endroit inconnu, d'avoir la sensation de vous y être déjà trouvé auparavant, alors que vous savez pertinemment n'y être jamais venu. Il est toutefois possible que vous vous y soyez rendu pendant ce somnambulisme astral intermittent. L'esprit subconscient, contemplatif et visionnaire projette parfois le corps astral dans des endroits que le sujet visitera physiquement plus tard. Mais bien plus souvent, le phénomène cité ici est le produit d'une vision clairvoyante plus que d'une projection astrale. Les interruptions conscientes durant la projection astrale ne sont absolument pas limitées à l'état somnambulique. Elles peuvent en effet se produire pendant l'état immobile également. On comprend facilement que si le corps est somnambule, pendant que se produisent des flashs de conscience, il passera à travers un environnement changeant, ce qui aura pour effet d'embrouiller la mémoire, tandis que si le corps est immobile, l'enregistrement sera plus simple et plus précis. Tout ce que nous appelons rêve n'est pas forcément provoqué par des interruptions conscientes, bien que certains puissent l'être. Je préciserai plus loin la relation que l'on peut découvrir entre la projection astrale et le rêve. Donc hyper intéressant, il fait la différence du coup avec la projection, en tout cas la vision clairvoyante, donc ce que nous on va appeler le remote viewing, qui est une sorte de projection drone où la personne n'est pas délocalisée à 100%, il a toujours la sensation de son corps physique et il reçoit des images de cette espèce de drone. Mais là c'est hyper intéressant parce que il faut réfléchir 2 secondes. Nous, il n'y a pas longtemps, en tout cas sur la chaîne, j'avais indiqué que la sortie hors du corps pouvait être une expérience intérieure dans un espèce de... C'est ce en quoi j'apporte du crédit, c'est mon petit paradigme personnel là que j'accepte pour expliquer ce phénomène de sortir du corps. C'est qu'on accède par l'intérieur à un espace psychique qu'on partage entre nous, donc avec une espèce d'interconnexion permanente. Ça veut pas dire que parce que c'est à l'intérieur de nous c'est faux, ou que c'est pas la réalité, ou que c'est simulé. Grosse différence entre le terme simulé, simulation, et la génération de l'environnement. Moi je pense carrément que le cosmos il est généré, mais parce qu'on a la pop culture et la science-fiction, on va utiliser la simulation. Mais le truc c'est que simulation ça renvoie aussi étymologiquement à simuler quelque chose, c'est-à-dire faire semblant de quelque chose. Et le truc c'est que l'univers fait pas semblant d'exister, il existe. Et tous ces mondes, toutes ces dimensions de l'esprit existent aussi. Donc moi je préfère le terme du coup génération, parce que ça vient en fait se rattacher plutôt à création. Mais là où je veux en venir, c'est que du coup, si on part du principe que la sortie hors du corps, c'est une expérience intérieure, interpsychique et interpersonnelle comme ça. Le remote viewing, c'est quoi à ce moment-là? Parce que le remote viewing, on fait la différence par rapport à la sortie hors du corps, parce qu'on certains ont parté du principe, en tout cas, que la sortie hors du corps, c'est véritablement une substance qui sort de facto de son corps physique. Une substance qu'on ne connaît pas, en fait, dans une particule étrange, etc. Bref, quelque chose qui sort, véritablement. Et que du coup, on explique le remote viewing comme il n'y a rien qui sort, mais on arrive à percevoir, à prendre de l'information de l'extérieur. Et si, tout simplement, le remote viewing était un degré de sortie hors du corps,
qui ne permet pas en fait une localisation phénoménologique de l'être directement dans un corps de voyage, parce qu'il n'a pas la possibilité de se mettre dans un état de stase. C'est déjà extraordinaire au final, mais peut-être que c'est la seule différence qui existe. Voilà, je mets un doute du coup sur ça, ou plutôt une nuance, c'est pas un doute, je mets une nuance supplémentaire qui pourrait venir expliquer la différence autrement entre la sortie hors du corps complète et le remote viewing, ou vision clairvoyante. Parce que si tout est interpsychique, si tout est interconnecté, l'expérience du remote viewing et de la sortie hors du corps le sont aussi. Et donc ça va être un degré d'accession à cette expérience-là qui va expliquer la différence, tout comme avec le rêve lucide. Tout simplement, je continue. Projection à longue distance vers des lieux éloignés. Une autre forme distincte du phénomène étudié est la projection à longue distance. Le corps astral se sépare de sa contrepartie physique et voyage vers quelques endroits éloignés pendant un état d'inconscience. Arrivé dans cet endroit, il peut cependant devenir conscient, ne fût-ce qu'un bref instant. Habituellement, un médium donne des instructions à son subconscient pendant qu'il est éveillé, afin de l'envoyer en un endroit où il souhaite observer les scènes et les événements qui s'y produisent. Intervient alors la transe. À son réveil, le médium aura conscience de s'être trouvé dans le lieu désiré, mais il gardera rarement le souvenir de son voyage. Dans ce cas-là, la distance réellement couverte n'est pas enregistrée parce que le vol est, semble-t-il, réalisé à la vitesse de la lumière, hors de la conscience. Manifestement, ni la distance réelle, ni ce qui se trouve sur le trajet n'est enregistré par la conscience du projecteur. Il existe des rapports à propos de projecteurs à longue distance qui auraient été vus dans leur corps astral par d'autres personnes ayant des dispositions médiumniques. William Testide, dont la vie fait autorité, a parlé d'une femme de son entourage qui était spécialement douée pour se projeter au loin et s'y matérialiser. Elle devint une source de soucis et même d'angoisse pour ses amis, car elle leur faisait d'inattendues visites. Effrayés, ils croyaient qu'elle était morte et qu'il s'agissait de son fantôme. Toutefois, cela devint si fréquent que les amis finirent par s'y habituer et par considérer ce fait avec curiosité et beaucoup d'intérêt. Nombre de ces pseudo-projections à longue distance n'en sont probablement pas de réelles, mais plutôt des créations du subconscient du médium, car le subconscient seul peut visionner une scène lointaine comme le corps astral la verrait s'il y était. En parlant de vision à longue distance, un auteur disait « La vue d'une scène éloignée obtenue de cette façon n'est guère différente de celle obtenue à travers un télescope. Les personnages apparaissent généralement très petits, comme des personnages sur une scène de théâtre, mais en dépit de leur petite taille, ils sont aussi nets que s'ils étaient proches. Il est parfois possible d'entendre ce qui est dit aussi bien que de voir ce qui se passe, mais vu la rareté de la chose, il nous faut considérer qu'il s'agit plus de la manifestation d'un pouvoir supplémentaire que d'un corollaire inhérent à cette faculté de voyance. On observera que, dans les cas de ce genre, le médium ne quitte pas véritablement son corps physique. Il réalise et utilise simplement une sorte de télescope psychique. Il garde par conséquent l'usage de ses facultés physiques pendant qu'il observe la scène éloignée. C'est ainsi, par exemple, que sa voix décrit généralement ce qu'il voit. Les 3 vitesses de déplacement du fantôme. Le fantôme peut voyager selon 3 vitesses différentes. La vitesse naturelle ou normale, elle est utilisée par le sujet lorsqu'il est conscient et libre de se mouvoir dans son environnement immédiat, ou lorsqu'il est dans un état de somnambulisme astral, il marche tout simplement. La vitesse intermédiaire, le sujet évolue sans effort, plus rapidement que normalement, mais pas assez pour provoquer une perte de perception. Lorsque cela se produit, il n'a pas l'impression de se mouvoir lui-même, mais plutôt que les choses viennent à lui, le traversent, le dépassent, de la même façon que les champs et les clôtures paraissent filer à contre-courant quand on est dans le train. Le fantôme ne semble pas passer à travers la porte, c'est la porte qui semble passer à travers le fantôme. Quand il se déplace à cette vitesse intermédiaire, le corps astral émet des rayons de lumière et des scintillements qui s'étendent derrière lui sur une longueur d'environ 2 pieds. Ces scintillements apparaissent phosphorescents, la couleur du corps astral. Ainsi, celui-ci laisse derrière lui une traînée comme une étoile filante. Cette vitesse intermédiaire permet au sujet
de couvrir rapidement des distances considérables sans perte de conscience. La vitesse supranormale, vitesse qui dépasse l'entendement. Elle se produit toujours alors que le sujet est inconscient et que le fantôme se déplace sur de longues distances. Il serait totalement impossible de se déplacer dans l'espace à une telle vitesse tout en le réalisant, car l'esprit conscient pense trop lentement, et avant qu'il ne puisse formuler la moindre évaluation, l'objectif est déjà atteint. Ce que je viens de dire à propos des vitesses de déplacement est vrai également pour les êtres astraux séparés de façon permanente de leur corps physique, des morts. Bien que certains prétendent que leur corps astral effectue tous ses déplacements à la vitesse supranormale, je maintiens quant à moi que le corps astral choisit celle des 3 vitesses qui se trouve la plus appropriée aux circonstances. Donc ouais, je vais faire un dernier commentaire sur ça avant de finir la vidéo. La vitesse naturelle, oui, elle prend un petit peu de temps à maîtriser parce que vous pouvez facilement vous tromper, pas vous tromper, c'est que vous émettez une intention mais elle ne sera pas forcément bien calculée, c'est-à-dire que vous voulez bouger de 2 mètres, vous allez vous retrouver 5 mètres plus loin. Je dirais qu'il ne faut pas plus de 5 sorties hors du corps bien complètes pour pouvoir maîtriser ça. En tout cas dans mon cas ça a été assez rapide. Le plus compliqué c'est la vitesse intermédiaire. J'ai pas remarqué de traîner derrière moi, mais en même temps j'avais pas focalisé derrière moi pour voir ce qui se passait. Mais dans tous les cas, quand je me déplace en vitesse intermédiaire, c'est là que je peux switcher de dimension très très facilement quand je fais pas attention. C'est assez difficile, surtout quand on cherche quelque chose. Quand on cherche, voilà, typiquement pendant très longtemps, je cherchais à rejoindre en fait mes amis qui habitent genre à 10-15 km de chez moi. Et à chaque fois je me perdais tout simplement parce que j'avais pas forcément la même vision, j'avais pas la vision d'un conducteur de voiture et de la route, j'avais la vision d'une personne qui j'étais à 50 mètres peut-être, ouais 50 mètres de hauteur. J'avais donc du mal à voir en fait correctement où j'allais, et quand je redescendais c'était pire. Pour la vitesse supranormale, il a plutôt raison. On a en fait cette traînée supraluminique, et il est vrai aussi que le voyage est très rapide, mais j'ai toujours l'impression d'être conscient de A à Z de ce qui se passe. Et parce que je dis ça parce que quelquefois les voyages supraluminiques durent plus longtemps que ce que je pourrais imaginer, et des fois elles sont très rapides, c'est instantané. Ouais, d'ailleurs, il manque une vitesse pour moi, c'est la translocalisation. Ça, j'en avais parlé dans une vidéo. Mais bon, c'est pas très grave. Là, donc, on a les 3 principales. C'est-à-dire la vitesse normale, la vitesse intermédiaire et la vitesse supranormale ou superluminique ou ce que vous voulez, quoi. C'est très intéressant. Bon, on va s'arrêter là. En tout cas, on est à la page 64. On va, la prochaine fois, on va traiter la maladie, un stimulant à la projection. Alors là... Bon, je vous conseille pas de tomber malade quand même, mais on va voir un petit peu le rapport qu'il y a entre la faiblesse physique et la possibilité de faire des sorties hors du corps selon Muldoon, hein, bien sûr. Merci en tout cas de m'avoir écouté, c'est un plaisir. On se retrouve pour le prochain épisode. C'était le Voyageur de la Conscience. À très bientôt.